Hop, c'est parti. Bonjour Simo. Bonjour Xavier, merci de me recevoir. Eh bien, merci à toi. Bon, désolé pour ce petit contretemps. On a eu quelques, enfin de mon côté en tout cas, j'ai eu un petit souci d'agenda. Donc on démarre avec quelques minutes de retard. C'est les risques Ce du que je te métier. propose, merci d'être compréhensif. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Que tu te présentes un petit peu, Simo, que tu nous dises un peu qui tu es et ce que tu fais. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci de me recevoir. Du coup, c'est Simo Lemandet. Je suis le cofondateur de Folk. Je serais ravi de vous en dire plus sur la solution, mais globalement, c'est un outil de CRM no-code, donc complètement customisable, qui a été créé il y a un peu plus de 18 mois au sein d'eFounders. Et avant ça, j'étais consultant en stratégie et je joue le rôle de COO de cette boîte. Euh, Globalement, Folk, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes dans l'équipe. On a levé des fonds avec Axel, qui est un fonds américain qui investit notamment dans Slack, dans Dropbox et dans pas mal d'autres boîtes de cet grand univers de la productivité. Et avec ce que nous, on appelle des angel operators, donc des investisseurs qui viennent de boîtes qu'on admire, comme Notion, comme Figma, comme Stripe, comme Google, Webflow, etc., etc. Voilà, en quelques lignes sur moi. D'accord, super, super intéressant. Du coup, vous êtes pas, on va dire, un peu sorti du chapeau. Vous venez en fait d'un écosystème qui est quand même un peu assez connu. On va dire un peu eFounder, c'est quand même un peu la Rolls quand on veut quand on veut démarrer, quand on veut démarrer une entreprise. Passer par eFounder, c'est quand même un gage de qualité. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, complètement. Et en plus, Folk, à la base, a commencé comme un outil interne. L'idée, c'est qu'eFounders, au sein d'eFounders, l'idée était que un des plus gros assets du studio a été identifié comme étant les bases de contact, que ce soit les pilotes pour venir travailler, pour venir tester les nouveaux produits, les investisseurs qui allaient permettre de réaliser des levées de fonds pour ces produits, tous les fournisseurs extérieurs, que ce soit des comptables, des lawyers, etc., les candidats, etc., etc., et que tous ces contacts, ces assets étaient finalement dispersés dans plein de bases de données différentes, dans des spreadsheets, dans des Airtables, dans des Notion. Et donc, ça a commencé comme un outil interne pour permettre aux équipes d'eFounders de tirer profit de cet asset. Et c'est ensuite, via l'usage, et en se rendant compte que beaucoup de boîtes autour d'eFounders demandaient l'accès à cet outil interne, que ça a été transformé en un projet à proprement parler de créer un no-code CRM. D'accord. C'est marrant, c'est un peu la même histoire que Slack, finalement, qui avait son outil de communication interne et qui avait un autre projet qui n'avait pas forcément décollé. Et ils ont décidé de vendre leur outil interne aux développeurs, enfin, dans leur écosystème en tout cas. Ah, c'est Enfin, intéressant. on espère que la suite de l'histoire ressemble aussi beaucoup à celle de Slack, quoi. En effet, ce serait vraiment bien pour vous. Euh, Super. Du coup, c'est quoi un peu la vision que vous apportez avec Slack? Parce qu'aujourd'hui, il existe quand même pas mal d'outils pour faire du CRM. Ouais. Euh, c'est quoi un peu votre vision? Qu'est-ce que vous apportez de plus ou de différent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché? Ouais, c'est une super question. Déjà, le point de départ est super simple, hein. C'est vraiment de te dire que pour une multitude de boîtes, d'équipes ou même d'individus, le cœur de leur job, finalement, c'est rien de plus que de gérer des contacts. C'est le cas, par exemple, d'une équipe sales dont le job, c'est de gérer des leads et des clients. C'est le cas d'une équipe de talent dont le job, c'est de gérer des candidats. C'est le cas d'un fonds de VC dont le métier est d'interagir avec des entrepreneurs. Et on pourrait prendre une cinquantaine ou une centaine d'autres exemples, mais l'idée n'est pas là. Pour toutes ces personnes dont le métier consiste à gérer des contacts, on se rend compte qu'elles ont un peu deux grandes alternatives, deux grandes familles de logiciels auxquels elles peuvent s'en remettre. La première, c'est le logiciel métier, verticaux. Typiquement les CRM pour les sales, les ATS pour les équipes talent, les deal flow management tools pour les fonds de VC, qui vont aujourd'hui avoir tendance à être ces outils qui ont 15-20 ans à la Salesforce où c'est potentiellement très puissant, mais c'est compliqué à customiser. On doit passer par une équipe d'intégrateurs, c'est compliqué de s'y onboarder. Dès qu'on veut changer quelqu'un, on doit faire appel à des développeurs et c'est pas du tout plaisant d'utilisation. Donc ça, c'est la première famille, mais qui a l'avantage d'être connecté à tout ton écosystème de sources de communication et donc de permettre d'avoir des contacts qui se mettent à jour en temps réel dans ces logiciels et donc ne pas avoir à faire beaucoup de choses manuellement pour les personnes qui les utilisent.
L'autre grande typologie de logiciels auquel on peut s'en remettre, c'est cette nouvelle génération d'outils de productivité, un peu no-code, à la Notion ou à l'Airtable, qui sont des spreadsheets améliorés, super flexibles, super customisables, super plaisants d'utilisation, mais qui ne sont pas connectés à tout un écosystème de sources de communication. Donc, on peut s'amuser à essayer de plugger des Zapier dans tous les sens, mais ça devient rapidement le bordel, et on se retrouve à faire beaucoup de choses manuellement, avec finalement de la donnée qui va devoir être mis à jour manuellement, qui ne va du coup plus être à jour. Et plus on est en équipe et à travailler à plusieurs sur ce type de logiciel, plus c'est compliqué. Du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est super simple, c'est combiner la flexibilité et la customisation d'un Notion et d'un Airtable avec la Ouais. profondeur d'intégration et l'intelligence d'un Salesforce pour permettre à n'importe qui, n'importe quelle boîte, de créer sur mesure son propre CRM. Une équipe sales créera son CRM de vente, une ONG créera l'outil pour gérer tous ses bénévoles et ses donateurs, une université créera l'outil pour gérer ses profs et ses étudiants. Bref, on a envie d'être ce que nous, on appelle parfois un XRM, donc où le X vient remplacer le C dans CRM pour signifier que ça peut être utilisé pour n'importe quelle typologie de contact, pas uniquement des clients ou des customers comme dans CRM, mais pour gérer des candidats, des investisseurs, des fournisseurs, etc., etc. Voilà un peu, on a envie d'être la boîte à l'origine de cette nouvelle catégorie de produits qu'on appelle XRM. Ok. Ça me fait poser, enfin, ça me fait penser à deux questions. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, évidemment, on est là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser. Euh, Moi, typiquement, donc j'ai mon CRM. Bah, je l'ai fait sur Airtable, puis je l'ai passé sur d'autres outils. Là, je l'ai mis sur Coda. Bref. Concrètement, comment tu rajoutes de l'intelligence? Moi, aujourd'hui, avec mon Coda, donc je rentre mon entreprise de prospect et je vais aller, tu vois, faire compléter mes infos avec des API. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, si je rentre le SIRET d'une boîte, d'un prospect, est-ce que je peux, avec une API, très facilement dire, OK, va me chercher les informations de l'annuaire entreprise.gouv pour renseigner mon CRM? C'est une très bonne question. La manière à laquelle on répond à cette question, en général, c'est avec quatre points principaux. OK. Le premier qui est nous, ce qu'on appelle data integration. Donc, par rapport à un Coda, un Airtable ou un Excel, dans lequel tu peux créer des intégrations custom, nous, on va te permettre de gérer l'objet contact de manière native. Donc, on va t'importer, par exemple, nativement tous tes contacts de Google Contact, tous les OK. contacts avec lesquels tu échanges par Gmail, tous les contacts avec lesquels tu échanges via des événements de calendrier et on va t'associer ces contacts à tous les échanges que tu as avec ces contacts pour te permettre d'avoir le contexte par rapport à la relation, non seulement pour toi, mais également pour toutes les personnes de la team. Et donc, ce côté intégré nativement avec les outils de communication pour récupérer les contacts et les échanges avec ces contacts, c'est quelque chose qu'on va faire sur Gmail et potentiellement sur beaucoup d'autres sources de communication. On a travaillé notamment sur une extension Chrome ou une extension Gmail et même à venir une Zoom app. Donc, c'est le premier point, c'est data integration. Le deuxième point, nous, c'est ce qu'on appelle data quality. Donc, nativement, pareil, nous, on va te permettre d'identifier tous les duplicats, tu vois, pour avoir une seule version de chaque contact, de les merger automatiquement avec un algorithme propriétaire et de tous ces contacts, d'être capable de les enrichir avec la bonne donnée. Donc, tu vas pouvoir ajouter, je sais pas, n'importe quelle personne, n'importe quel contact. Nous, on va identifier via son nom de domaine à quelle boîte il appartient, lui rajouter la compagnie, rajouter dans cette compagnie toutes les infos qu'on va pouvoir trouver dessus sur le web et faire cette association très forte entre un objet de type people et un objet de type compagnie et te permettre de visualiser des personnes ou alors des accounts qui vont être consolidés, ce qui va être plus compliqué à recréer sur un Airtable ou sur un Coda. D'accord, donc ce que tu me dis là, désolé, je me suis permis de te couper, mais ce que tu dis là, ça veut dire que automatiquement, vous allez enrichir, vous, la donnée, sans que j'ai moi besoin d'aller me connecter à un autre outil. Exactement. D'accord, Exactement. ok. Et le troisième, et ensuite, on pourra donner la possibilité de faire appel à des API externes très spécifiques pour des Bien métiers sûr. particuliers, par exemple des VC qui veulent utiliser Crunchbase, mais globalement, on permet de le faire automatiquement, naturellement, de notre côté. Le troisième grand point, donc data integration, data quality, c'est ce qu'on appelle data intelligence. Donc, on récupère énormément de données enfin, un utilisateur plug énormément de données sur ses contacts, les échanges avec ses contacts, les événements de calendrier qu'il a avec ses contacts. Et nous, on permet de rendre cette donnée lisible. Par exemple, pour un contact donné, savoir
qui est la dernière personne qui lui a parlé parmi les utilisateurs de mon espace de travail, à quelle date ils se sont parlé, combien de fois ils se sont parlé, qui est la meilleure personne à qui demander une introduction, et rendre finalement la relation avec les contacts beaucoup plus lisible et surtout beaucoup plus actionnable. Et donc ça, c'est le troisième grand point qu'on ne va pas pouvoir recréer dans un Airtable, un Coda ou un Notion. Et le quatrième point, le dernier, c'est nous ce qu'on appelle data activation. Donc souvent, à partir du moment où tu as tous tes contacts sur ton Coda, ton Notion ou ton Airtable, au bout d'un moment, ces contacts, tu as envie de les contacter, quoi. C'est un peu de là de vient le verbe contact. Et donc, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils vont s'amuser à exporter des CSV où tu vas avoir tous tes custom fields que tu as créés sur Notion ou Airtable, essayer de les faire matcher, par exemple, dans un Mailchimp et te retrouver à avoir ta donnée sur tes campagnes dans Mailchimp et ta donnée sur tes contacts dans ton CRM sur Airtable. Nous, on pense que ce n'est pas comme ça que les choses devraient fonctionner. Et donc, on te permet depuis Folk de créer des messages customisés en réutilisant les variables que tu as déjà dans ton Folk pour envoyer du personal upgrade. Et voilà. Et l'idée, c'est que c'est un peu ces 4 grands points qui font que nous, on est convaincus que le CRM, c'est un play particulier où on a besoin de retrouver le même niveau de flexibilité et de customisation que tu as dans Coda, Notion ou Airtable, mais avec une approche métier qui te permet d'aller beaucoup plus loin dans tes use cases. Ok, super. Il y a 3 questions. La première question, c'est est-ce que votre solution est une addition à Notion? Alors, c'est le Soulinos. Alors, c'est une question intéressante. Je ne sais pas trop comment comprendre le terme addition, mais l'idée, c'est que c'est un outil qui peut s'utiliser en standalone, indépendamment de Notion, et que c'est très possible, par exemple, d'exporter sa database depuis Notion, de l'importer en quelques clics dans Folk pour pouvoir commencer à utiliser Folk directement. Mais l'outil s'utilise indépendamment de Notion. D'accord, je pourrais synchroniser les deux, par exemple, si je veux. Je pourrais synchroniser Folk et Notion. Alors, non. En tout cas, c'est pas l'objectif. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'utiliser Folk comme son CRM et comme system of record, quoi, d'être l'endroit où, si tu as besoin de gérer des contacts à un endroit, il faut que ça soit un seul endroit et que la donnée soit bien centralisée. Ce qu'on recommande, c'est d'utiliser Folk en standalone. Ok. Pourquoi je te pose ça? Parce que ça vient avec la question suivante. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des project management features ou pas du tout? Alors, c'est une super question aussi. En effet, nous, ce qu'on permet, c'est de créer une visualisation des contacts. Et au-dessus de ces contacts, on a rajouté 2 notions qui sont assez intéressantes, qui sont plus orientées product management. La première, c'est la notion de views. Donc, on peut créer des vues. Par exemple, je ne sais pas si j'ai un groupe avec tous mes fournisseurs et je veux voir ceux qui sont en cours de closing. Je vais créer une vue où je vais utiliser le statut de ces fournisseurs pour avoir que ceux qui sont en cours de closing. Donc, c'est des vues custom qui permettent, qui rappellent finalement ce qu'on fait sur un Notion ou un Airtable. Et le deuxième point, c'est des actions qu'on peut rajouter sur ces contacts. Donc, typiquement, des commentaires, assigner des contacts à une personne ou des reminders qui soient customisés, qu'on peut également assigner à des personnes avec une récurrence. C'est ça qui se rapproche plus de project management feature très propre à la gestion d'objets de type contact. Ok, parce que moi, concrètement, disons que je suis un chef de projet dans le bâtiment. Je dis une bêtise, Ouais. mais je suis un chef de projet dans le bâtiment. Et donc, je crée des. Mon boulot, c'est de créer des maisons. Donc, j'ai toute une gestion de projet avec des ressources. Est-ce que je peux lier mon outil de gestion de projet, qui peut être un Notion, un Table, peu importe, est-ce que je peux lier mes contacts que j'ai potentiellement dans Folk et dire, OK, je vais les utiliser comme des ressources dans mon autre outil à côté? Parce que Ok. finalement... Ok, vas-y, je te laisse répondre. Vas-y, je te laisse terminer. Non, je disais parce que finalement, concrètement, de ce que j'ai compris, c'est bien, ça fait pas la même chose. Vous avez une vue, alors que moi j'appelle, alors c'est bien évidemment c'est ma vision, mais très à l'américaine, que j'aime beaucoup, parce que c'est comme ça que moi je fonctionne aussi, qui est de dire, j'utilise l'outil le plus pertinent pour une action précise. Donc là, l'outil CRM, OK, Folk, ça peut être le bon outil. Mais si je fais de la gestion de projet, est-ce que quand même je peux utiliser mes données de Folk pour les passer sur mon Notion et dire, OK, maintenant je vais utiliser ces données pour en faire autre chose, pour les utiliser dans un outil qui va me permettre de créer mes maisons et de dire, OK, j'ai un plombier, je vais le staffer tant de temps sur telle action, etc., etc., j'ai un électricien, etc. Bref.
je gère ma gestion de projet. C'est vraiment intéressant et finalement, tu soulèves un point qui dans l'histoire du logiciel, euh, les deux grands logiciels pour les entreprises à l'origine sont le CRM et le RP, quoi. Et l'outil de gestion de ressources et les suites de gestion, on va dire, de contact plus large, mais qui à la base est un outil de gestion de customer. Nous, on Oui, se focus vraiment sur la partie CRM, donc ok, pas sur la partie ERP. Et les use cases vers lesquels on s'oriente, c'est des use cases CRM, donc par exemple de la gestion de fournisseurs, de la gestion de candidats, de la gestion d'investisseurs. Et en effet, c'est possible de mettre un lien, de prendre un lien de ton contact depuis Folk et de le partager, de le mettre dans ton Notion si tu as besoin de dire bah, c'est ce fournisseur qui travaille sur ce projet. Mais ce n'est pas les use cases vers lesquels on s'oriente aujourd'hui. ok, d'accord, super. Je vais. Alors, j'avais pas affiché les autres questions, là, je vais le faire cette fois-ci. Donc, la question, je vais mettre ensemble les deux questions d'Arnaud, parce qu'il a posé deux questions. Quelle base, justement, vous scrapez, en tout cas, vous allez récupérer, où est-ce que vous allez récupérer vos informations, justement, pour faire cet enrichissement de data Alors, dont tu as parlé tout à l'heure? il y a plusieurs choses. Nous, quand on rajoute des contacts, on identifie le nom de domaine du contact et on va chercher la donnée dans Clearbit, qui est D'accord. un provider d'enrichissement qui a, en termes de dataset, un de ceux qu'on a trouvé les plus qualitatifs. Et on constitue également notre propre dataset ensuite au fur et à mesure. Et le deuxième point par rapport à LinkedIn, je peux peut-être montrer, ça va être plus parlant. Ok, Euh, passons dans l'outil. Alors, attends, hop, je vais. Voilà. Super. Donc, si j'ouvre une page LinkedIn un peu au hasard, euh, je vais avoir, par exemple, la possibilité bah, d'aller sur cette personne-là, quoi, d'ouvrir mon extension Folk. Et Alors, depuis c'est mon l'extension Chrome extension, dont tu parlais. exactement, depuis mon extension, je vais pouvoir récupérer les données de cette personne. Il se trouve que cette personne, elle est déjà dans mon Folk, mais si je vais sur quelqu'un qui n'est pas dans mon Folk, bah, je vais pouvoir récupérer ces données indépendamment et choisir le groupe dans lequel j'ai envie de rajouter la personne et en récupérant toutes les données qui sont disponibles. Je vais pouvoir faire la même chose depuis une search. Par exemple, si je cherche on va dire, investors, hop, je vais pouvoir entrer sur une search, afficher du coup tous les résultats sur LinkedIn. Et voilà, LinkedIn a des bugs. C'est l'effet démo classique. Ouais, ça, c'est pas mon logiciel, c'est LinkedIn, hein, Bien donc sûr, c'est bien leur sûr, effet bien sûr. démo, quoi. Moi, je te dis ça Euh, parce que ça m'arrive tout le temps, donc je comprends. et du coup, récupérer tous les contacts de la search engine, pareil, que je vais pouvoir ajouter dans n'importe quel groupe. Et ça, nous, on appelle ça FolkX, donc Folk Extension. C'est l'outil qui te D'accord. permet, donc l'extension Chrome, qui te permet de rajouter des contacts depuis aujourd'hui LinkedIn ou Gmail. Quand tu es sur un thread Gmail, de pouvoir faire la même chose, cliquer sur l'extension, rajouter les infos dans Folk. Et demain, depuis d'autres outils, notamment aujourd'hui, ce qu'on va introduire, c'est Zoom. Tu es dans un call Zoom en train d'interagir avec quelqu'un. Tu peux prendre des notes et rajouter le contact directement dans ton CRM Folk, quoi. Et la vision derrière ça, c'est de se dire, nous, on croit à la productivity without borders. Autrement dit, que ta productivité ne s'arrête pas sur ton browser, mais que tu dois être capable de travailler sur ton CRM Folk depuis n'importe lequel des outils sur lesquels tu travailles déjà en utilisant D'accord. notre extension. Ok. Et donc, ça va faire aussi l'enrichissement tout seul et t'ajouter des infos. Ok. Non, c'est super intéressant. Ok. Euh, alors, question suivante. Est-ce que. Ah, j'avais dit que j'allais mixer les deux questions d'Arnaud. Donc, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a une API pour communiquer avec d'autres outils? Ouais, J'imagine que quand on parle. Vas-y. c'est une super question et c'est un des prochains projets sur lesquels on est en train de bien spécifier la manière de travailler, de faire, de release cette API parce qu'il y a plein de manières de le faire différentes. Mais en effet, D'accord. c'est clairement quelque chose qu'on a envie d'offrir à nos utilisateurs, en particulier en pouvant utiliser des outils comme du Zapier, du Integromat, etc., etc. Ok. Super. Donc, ça répond, ça répond à la question. On a d'autres questions. Alors, plus longue cette fois-ci. Euh, attends, déjà la question de Gildas, est-ce qu'il y a un mode offline? Est-ce qu'il y a un mode offline? C'est une bonne question. Non, il n'y a pas de mode offline pour le moment. Ok, Mais c'est en effet une fonctionnalité qu'on nous demande assez souvent et donc sur laquelle on va devoir se pencher plus sérieusement.
Ok, super. Euh, Toc, la question de Florian. Donc, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des synergies dans la conception du produit, de son design technique et UX avec d'autres produits d'eFounder. D'accord, ok. Est-ce que vous respectez une sorte de pattern eFounder, si j'ai bien compris? Donc, plus précisément, des synergies en termes de pilotage, fabrication de produits Folk, soit en termes de linking, binding avec d'autres outils de la famille eFounders. C'est une super question, Florent. En effet, comme on a commencé chez eFounders pendant environ 6 à 9 mois, on était dans leurs locaux avec leur équipe, quoi. Il y a une core team eFounders euh, qui t'accompagne sur tous les sujets, en particulier de produits et de design. Didier et Megan, à l'époque, qui travaillaient chez eFounders, nous ont beaucoup aidés de ce point de vue-là. Et donc, forcément, il y a Une patte. il y a une patte que l'on retrouve. Ok. Aujourd'hui, c'est Kevin qui lead le design chez nous et qui s'est complètement approprié le produit et qui a mis sa patte. Après, on reste proche d'eFounders dans l'esprit, notamment parce que notre CEO Thibaut est également le CEO d'eFounders. Et donc, de ce point de vue-là, ça fait du sens que l'on retrouve quelque chose que tu peux trouver parfois dans d'autres produits eFounders, mais on essaye vraiment d'avoir notre propre identité que tu développes au fur et à mesure du temps en te confrontant au marché et aux utilisateurs. Non, bien sûr, vous prenez ce qui est bien chez eFounders et puis vous en faites aussi votre propre produit. En tout cas, on essaye. Euh, Top. Euh, ok. Est-ce qu'on peut lier Folk à Telegram et Slack? Mais j'imagine que tu as répondu tout à l'heure à la question en parlant des API. Si on ne peut utiliser des API, finalement, on peut lier l'outil à Telegram et aussi à Slack. Ok. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo un peu de ce que tu fais, nous présenter peut-être un petit cas d'usage dans Ouais, l'outil directement? avec grand plaisir. Alors, c'est assez simple, hein. Quand on arrive dans Folk, on arrive dans un espace de travail. Nous, on appelle ça un network. Ok. Un utilisateur peut créer autant de networks qu'il veut. C'est l'équivalent d'un workspace sur Notion ou sur Airtable. Dans ce network, bah, tu vas pouvoir choisir à quel collaborateur tu as envie de donner accès, avec lesquels tu as envie de collaborer, et quel compte tu as envie de connecter. Donc, on permet à un utilisateur de venir connecter directement ici ses comptes Gmail, desquels on va récupérer tous ses contacts, tous ces emails et tous ces événements de calendrier en temps réel. Et toute cette donnée va être importée dans le produit et va être privée par défaut pour l'utilisateur. Il va pouvoir Ok. choisir ensuite quel contact il a envie de partager avec ses autres collaborateurs. La manière de le faire ensuite, c'est d'utiliser des groupes. Donc, comme on le voit ici sur la gauche, un groupe, c'est vraiment le concept de base dans Folk, au même titre que une page sur Notion ou un channel sur Slack. C'est finalement une smart database de contacts qu'on peut choisir de partager à quelques personnes de sa team, à tout le monde, ou presque de garder ce groupe privé. Et ensuite, l'idée, c'est de venir alimenter ce groupe avec des contacts. On va avoir plusieurs manières de le faire. La première, donc, c'est simplement d'utiliser de la search. On importe automatiquement toutes les personnes avec lesquelles l'utilisateur va avoir un échange par mail ou un événement de calendrier qui vont être enrichis, comme on le voit là, avec la bonne compagnie, etc., etc., et qu'on va pouvoir venir rajouter dans ce groupe. Les autres manières de rajouter des contacts dans ce groupe, ça va être de partir, donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, sur LinkedIn et depuis un profil de rajouter au groupe, ou même sur Gmail, je vais pouvoir aller sur n'importe quel thread Gmail, comme par exemple celui-ci, ouvrir mon extension, hop, et pouvoir choisir de rajouter cette personne-là dans n'importe lequel de mes groupes. Donc ça va être vraiment pas mal. D'accord. On peut également exporter un Airtable et l'importer directement ici, exporter un Notion et l'importer directement ici en CSV. C'est vraiment super flexible sur la manière de remplir ces groupes. Ensuite, ce groupe fonctionne vraiment comme une smart database dans laquelle on peut rajouter n'importe quel custom field. Ça, les utilisateurs de Notion et Airtable ne devraient pas trop être perdus. Donc, on peut rajouter des tags, des statuts, comme on le voit ici, je sais pas, une deadline, assigner un honneur, lier des contacts entre eux, ce qui peut être pas mal utile. Et on a également des champs qui sont calculés automatiquement, comme on le voit ici. Le nombre total d'interactions ou la dernière interaction que j'ai eue avec ce contact qui se base si on clique sur le contact, sur l'ensemble des échanges que j'ai eu avec ce contact qu'on peut voir ici. On va avoir une petite preview et la possibilité d'ouvrir l'échange pour avoir plus d'informations si le besoin se montre. Ça, c'est donc mes interactions, potentiellement celles de ma team si elles ont décidé de les partager et d'avoir ce contexte global par rapport à la relation avec un contact qui est vraiment très utile.
Au-dessus de ces Est-ce que tu, interactions. est-ce que tu peux juste remontrer comment tu as fait? Moi, je te cache pas, donc j'ai testé un petit peu l'outil, je l'ai ouvert, j'ai regardé un petit peu, et je te cache pas que j'ai créé mes contacts, et en fait, c'est bête, hein, mais j'ai galéré à pouvoir mettre mes interactions. Je me suis dit, mais mince, si ça se trouve, il n'y a pas d'interaction. Et je voyais pourtant dans les contacts qu'il y avait marqué un truc interaction, mais Ok. j'ai pas réussi à le faire C'est intéressant. Bah, directement, quoi. en fait tout se fait automatiquement. Il suffit de connecter son compte et les interactions vont être automatiquement apportées depuis Google, quoi. Donc, tout se fait Si, automatiquement. si tu veux en mettre une nouvelle, si par exemple là, tu veux en rajouter une à la main, tu veux Ouais, dire, ben voilà, j'ai appelé, j'étais au téléphone, j'ai appelé, je sais pas, ben, Jane Doe, je l'ai appelé. ouais. Est-ce que tu peux remontrer un peu comment tu fais pour Bien pouvoir sûr, bien sûr. Bah, associer alors, les interactions qui sont ici, c'est des interactions qui sont rajoutées automatiquement par D'accord, Gmail, Google ou Google Calendar. Et ensuite, d'accord, celles qui sont là. Et ensuite, si tu as envie de rajouter de l'information en plus, les utilisateurs passent par des commentaires. Donc, pour pouvoir ajouter bah, des longs textes, un contenu, un compte rendu de meeting, dire que j'ai rencontré cette personne à TechCrunch Disrupt l'année dernière, ou assigner une personne de ma team en pouvant mettre un arrobase et en choisissant la personne pour la mentionner et qu'elle reçoive une notification. Donc les personnes passent en général par des commentaires qui sont la manière, j'ai envie de dire, très simple de rajouter de l'information, du contexte, de collaborer au-dessus de ce contact. ok. J'avoue que c'est super ce truc d'interaction, parce que moi, c'est un problème aujourd'hui de mon côté. Je raconte un peu ma vie. Mais concrètement, donc moi, je dois le faire à la main, je dois aller dans mon outil, parce que je ne l'avais pas prévu, je dois aller dans mon outil et faire ce lien justement avec mes interactions. Et là, tu dis que c'est fait automatiquement. Donc ça, c'est quand même une feature assez appréciable. C'est vachement cool. J'avais pas vu que ça fonctionnait comme ça, du coup. Ok, super intéressant. Bah, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon en onboarding dans ce cas-là. Non, mais Euh, j'ai pas fait le lien avec mon truc Gmail ah, d'accord. directement, parce que c'est mon Gmail perso, tu vois, donc c'était juste pour tester. Ok, ça fait du sens. Ok, Et du coup, au-dessus de ces interactions, on va donner la possibilité aux utilisateurs également de créer des reminders, je sais pas, genre follow-up 6 mois plus tard parce qu'il n'est pas dispo, où tu vas pouvoir choisir la date assez simplement, choisir les personnes que tu as envie de notifier, c'est pas uniquement toi, mais ça peut être les personnes de ton équipe, et où tu vas également pouvoir choisir si c'est un reminder avec de la récurrence ou pas, pour vraiment donner le maximum de flexibilité possible aux utilisateurs qui ont envie de choisir cette fonctionnalité. Ensuite, tu vas pouvoir prendre le lien de ce contact, le copier, le partager quelque part avec quelqu'un de ton équipe. Donc, ça, c'est assez flexible et utile en termes de collaboration. Euh, et donc, voilà. Si on retourne ensuite sur le groupe, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu, on a géré bah, des objets de type people, mais nous, on les associe, comme on en parlait au début, également étroitement à leur compagnie. Et je vais avoir la possibilité, par exemple, si je vais sur, disons, Spendesk, parce que c'est devenu une licorne aujourd'hui, d'ouvrir le profil de cette boîte et d'avoir accès à toutes les personnes qui travaillent dans cette boîte et qui vont, donc comme on le voit ici, qui travaillent dans cette boîte que je connais dans Folk pour avoir une vision account qui permet de consolider et d'avoir la, entre guillemets, la big picture. Donc ça, c'est vraiment assez utile de gérer ces deux objets à la fois de type people et de type compagnie. ok. Imaginons, alors je vais un tout petit peu plus loin, mais imaginons que je fais, que je suis entreprise et que j'ai besoin de segmenter mes données. Donc là, quand je veux les segmenter, je les mettrai dans des groupes, c'est ça? Exactement. Et par exemple, là, du coup, j'ai 6 journalistes, mais disons que j'en ai 4 qui traitent de sujets crypto. Ben, je vais simplement aller créer au-dessus une vue qui va me permettre, qui va être filtrée D'accord. par expertise et on peut filtrer un peu par ce qu'on veut. Donc, on a tous les champs qui sont filtrables avec tout type d'opération pour les filtrer et on peut cumuler les filtres un peu comme on veut. Choisir dans cette vue bah, d'afficher certains champs et de ne pas en afficher d'autres, choisir l'ordre par lequel je vais afficher les contacts. Donc, on a un peu cette hiérarchie qu'on est capable de créer. Les groupes pour les grandes catégories ou les grands use cases, par exemple fundraising. Et au sein de ce groupe fundraising, je vais créer une vue pour les fundraising avec les fonds, une vue pour les fonds où c'est en étape de closing et donc c'est les 5-6 fonds sur lesquels je dois me concentrer, une vue avec les business angels, etc. C'est super flexible pour permettre de créer des vues en filtrant à partir de n'importe quoi. D'accord. Ok, c'est top. Je vais partir un petit peu sur le chat. Euh, du coup, Florian donc, posait une question. Je vais répondre parce que je pense qu'il a déjà répondu. Mais vous cherchez à bâtir une suite d'outils eFounders où chaque product a son identité et autonomie. Donc, tout à l'heure, ce que tu disais, hein, si j'ai bien compris, c'est que finalement, bah, il y a forcément une patte eFounders parce que vous avez des personnes qui vous apportent de l'expérience, Ouais. des personnes eFounders qui apportent de l'expérience, mais chacun essaye d'avoir
son outil avec sa vision et que ce n'est pas un écosystème d'outils eFounders, c'est vous faites partie d'eFounders, mais vous ne créez pas un écosystème d'outils, on va dire, tagués eFounders. Exactement, c'est exactement ça. Il y a une patte commune parce que ça commence au même endroit, mais ensuite chaque produit, chaque boîte évolue indépendamment en trouvant sa culture, son identité, etc., etc. Ok, il y a une autre question d'Arnaud qui est de est-ce qu'il y a des templates de base? Alors, c'est une super question. Nous, on recommande certains use cases. Et c'est d'ailleurs notamment les use cases sur lesquels, par exemple, si on regarde notre landing page sur lesquels on communique, par exemple, un CRM for partnerships, donc pour gérer tous ses fournisseurs, ses partenaires, etc., et sur lesquels on va recommander d'avoir une certaine approche. On met en avant certaines customer stories qu'on peut voir très simplement sur notre site. Euh, voilà. Ok, super. Et du coup, pareil, toujours Arnaud, est-ce que tout est personnalisable? Alors ça, c'est vraiment notre devise la plus forte et à laquelle on tient le plus, c'est qu'on veut qu'absolument tout soit personnalisable. Donc, les groupes sont personnalisables, les vues sont personnalisables, les champs que je rajoute sont personnalisables, les filtres que je rajoute sont personnalisables, les champs que j'affiche ou que je n'affiche pas sont personnalisables. Pareil, sur un contact, je peux choisir d'afficher certains champs, de ne pas en afficher d'autres. L'idée, c'est que d'arriver au maximum de customisation possible dans cet outil. Donc, c'est l'objectif. Ok. Il y a une question de Gildas qui me fait me poser une question. Désolé, je m'incruste un peu dans ta question, Gildas, mais donc les vues, donc tes vues par groupe correspondent aux onglets, si j'ai bien compris. Mais finalement, quelle est la différence entre une vue et un groupe? Alors, c'est une super question. Alors, les groupes sont des databases qui sont indépendantes les unes des autres. Donc, par exemple, dans Ok, le groupe investisseurs, je vais avoir mes investisseurs, alors que je vais créer un autre groupe pour les candidats, quoi. Et donc, c'est deux groupes indépendants. Mais ok, dans ce groupe candidat, je vais vouloir créer des vues actionnables qui vont être relatives à tous ces candidats de la database du groupe candidat. Donc, par exemple, les candidats ingénieurs, les candidats qui sont en phase de closing, les candidats qui ont été recrutés. Et donc, ça va être des vues filtrées, taguées par certains éléments qui permettent de les actionner. ok. Super. J'espère que ça répond à la question, Gildas, même si j'ai un tout petit peu trafiqué ta question. Il y a Arnaud qui dit quand même ça ressemble vachement à Airtable. Est-ce que au moins vous offrez plus de 50 000 lignes dans la base? Ben, écoute, Arnaud, au contraire, pas d'offense, hein. Airtable, c'est un outil qu'on admire. Qu'on admire. Ce qu'ils ont fait, c'est assez exceptionnel. Ils ont réinventé la spreadsheet, qui est l'outil quand même le plus utilisé pour le plus grand nombre de use cases sur Terre. C'est le SaaS B2B par excellence, quoi. Et donc, on est super fan d'Airtable. Il y a certaines choses sur lesquelles on pense qu'il ne faut pas réinventer la roue. Par exemple, le concept de custom field, le concept de views. C'est en effet des concepts qui existent chez Airtable. Nous, on pense que là où il faut réinventer la roue, c'est sur les choses qui nous rendent uniques. Par exemple, la synchronisation avec les interactions. Par exemple, notre Chrome Extension qui permet de récupérer des contacts depuis LinkedIn ou depuis Gmail. Par exemple, l'enrichissement. Par exemple, le lien entre les people et les compagnies. Donc, il y a un certain nombre de points qui nous rendent uniques où là, on réinvente la roue. Mais sur tous les autres sujets, on peut copier, voire même voler, quoi. C'est exactement. J'ai bien noté cette, euh, cette phrase qui disait que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un bon entrepreneur et quelqu'un qui va copier, et un grand entrepreneur et quelqu'un qui va réussir à voler les idées. Je le trafique aussi un petit peu, mais Ouais. grosso modo, c'était ça. C'était pour les artistes à la base que la Et phrase c'était avait pour les été. artistes, ah oui, exactement, exactement. Du coup, est-ce qu'il y a une limite de data? Parce qu'on a répondu à la moitié, mais est-ce qu'il y a une limite de data? Est-ce que je peux avoir 300 000 enregistrements dans ma base? Est-ce que Alors, c'est gênant ou pas? Ou il y peut-être a que pas ça de, l'est il y a même pas pas. de limite virtuelle, mais le pricing, au bout d'un certain nombre de contacts, va passer en mode enterprise, quoi. D'accord, ça, on va en discuter, je te reposerai la question. Euh, hop. L'agrégation de tous les canaux de communication, donc c'est une super feature, donc c'est top. Est-ce que c'est limité qu'à Gmail? Ou est-ce que, par exemple, si moi, je suis sur, je dis une bêtise, mais si je suis sur Outlook, Ouais. est-ce que j'ai la même chose si je suis sur, je sais pas, Front, une bêtise, est-ce que c'est pareil?
Alors, Outlook, on a la même approche que Superhuman de ce point de vue-là, qui est de se dire Ok, qu'on préfère avoir un product market fit très profond sur certains canaux de communication avant d'aller ouvrir de nouveaux canaux. Donc là, pour l'instant, on permet LinkedIn, Gmail, Google Calendar, Google Contact. ok, Demain, l'idée, ça sera d'ouvrir de nouveaux canaux. Par exemple, on peut penser même à WhatsApp, potentiellement à Outlook en effet, mais pour l'instant, c'est sur ces canaux qu'on se focus et c'est amené à évoluer dans le futur. ok. Ça fait, on l'a pas dit tout à l'heure, mais ça fait combien, ou peut-être qu'on l'a dit, mais ça fait combien de temps que vous existez? 18 mois, ça fait 18 mois. Ah, ouais, mais c'est le tout début, c'est déjà pas mal quand même de faire tout ça. Non, non, c'est classe. Ok. Du coup, bah, la question qui fâche, le pricing, ça se passe comment? Alors, c'est pas du tout la question qui fâche, au contraire. Non, non, Super bah, alors. pour l'instant, Magnifique. du coup, nous, on sort notre première version officielle dans 3 mois. Aujourd'hui, on est encore gratuit. Et à ce moment-là, on commencera à faire payer les utilisateurs aux alentours du même pricing qu'un Airtable, donc autour d'une dizaine d'euros par utilisateur par mois pour y avoir accès. D'accord. Ah, donc par utilisateur, c'est-à-dire que si j'ai une équipe de 10 personnes, je paye 100 euros. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y aura un petit code promo No Code France qui va se cacher? Bien entendu, bien entendu. On Magnifique. on n'oubliera pas nos amis de No Code France avec un code promo un peu Super. spécial que je partagerai et je peux même le divulguer le divulguer déjà. Ça sera No Code France, le code promo, et ce sera possible l'utiliser à partir de cette date-là. Ok, c'est cool. Merci beaucoup d'ailleurs. Hop, je reviens à la question suivante. C'est sur la multiplication des sources intégrées nativement que vous appâterez, c'est pas une question du coup, mais que vous appâterez vos clients. Non, mais en effet, moi je trouve que que c'est plutôt cool de, d'avoir en fait ces sources multiples. Moi, aujourd'hui, quand je suis dans Airtable, donc quand j'avais fait je ne l'ai pas sur Coda du coup, mais sur Airtable, j'avais le Web Clipper. Donc j'avais fait ben, pour chaque outil, je m'étais fait mon petit Web Clipper pour LinkedIn, pas pour Gmail d'ailleurs, j'ai fait pour LinkedIn et pour je ne sais plus quel autre site. Euh, mais du coup, je devais me paramétrer moi-même mon truc, le faire à la main, et c'était un peu galère. Et j'arrivais pas tout le temps à bien récupérer les infos. Là, franchement, vous le faites automatiquement, et ça, c'est vachement cool. Euh, Et moi, je suis complètement aligné avec ça. Et pour moi, je dirais même plus, je dirais que c'est faire rentrer l'information, donc l'information en entrant, mais aussi l'information en sortant. Donc, si j'ai envie d'envoyer un mail, je ne dois pas être censé être obligé d'exporter un CSV et je peux simplement cliquer sur Message All, hop, et là, je vais avoir la possibilité de créer un mail qui sera envoyé à tous les candidats, à toutes les personnes du groupe et potentiellement d'une vue filtrée. Et je vais pouvoir réutiliser toutes les variables que j'ai créées par ailleurs. Donc, first name, nice to meet you, par exemple, ça qui est le sujet de mon mail. Et hello, moi j'ai créé une autre variable par ailleurs qui s'appelle icebreaker. Donc je vais pouvoir ok. réutiliser cet icebreaker. Cheers et Simo, et par exemple, je vais le mettre en bold parce que j'aime bien mettre mon nom en bold. Mais bon, je vais pouvoir vraiment tout customiser dans cet email et ensuite le revoir bah, pour finalement chaque personne du groupe. Et ça peut être pour un groupe de 100 personnes. Hein. J'ai pris l'exemple pour 6 personnes. Et donc être capable bah, de voir l'email, potentiellement de rajouter ça. I have the exact send-up, entre parenthèses son nom, Alfred. Et vraiment de customiser les emails un par un pour les faire du customized à grande échelle. Et par exemple, je sais pas, moi j'ai mes 100 investisseurs que je dois contacter pour leur envoyer un investor report. Ben, je vais utiliser leur nom, leur prénom, faire un mail beaucoup plus customisé, parler de la dernière fois qu'on a échangé avec ces investisseurs en regardant le profil de l'investisseur et le dernier échange. Et je fais des emails bah, directement depuis cette plateforme sans devoir faire des exports CSV, beaucoup plus custom. Super. Alors, pardon, mais cette feature, elle est incroyable. Pareil, j'étais pas allé jusque-là encore, mais ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'au final, vous mettez en place aussi, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, ça faisait partie des questions que j'avais posées, mais vous avez mis en place un outil finalement d'emailing euh, qui utilise les données de l'outil. Est-ce qu'on peut personnaliser, c'est-à-dire mettre des images, rendre ça un peu sexy, ou aujourd'hui, pour le moment, c'est du texte,
Et ça viendra ensuite, la partie. Ouais, ben non, mais mettre des images, en effet, c'est un must, quoi. On est obligé de faire ça. Aujourd'hui, en effet, on ne le propose pas, mais ça va Ok, être une des évolutions naturelles. d'accord. Cette fonctionnalité, elle est encore en bêta, hein, mais on a plein, plein, plein d'idées sur la manière de la faire évoluer. Et du coup, en effet, aujourd'hui, ça le fait par mail et demain, potentiellement par SMS, par WhatsApp, avec la possibilité de rajouter du contenu plus riche. Donc, en effet, D'accord. on a plein d'idées pour ça. Et du coup, vous allez sortir du marketing automation, j'imagine, avec peut-être, enfin, j'imagine, peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'est pas un segment que vous allez viser, mais la possibilité de faire des scénarios d'emailing et de dire, bah, OK, sur telle action, je vais envoyer tel email à tel groupe de personnes, et puis de suivre un workflow en disant, bah, voilà, dans tel cas, je fais ça, ça, etc., suivre un process Exactement. de marketing emailing, quoi. Exactement. Nous, on appelle ça des automations. Donc, être capable, OK. pas uniquement marketing, hein, parce que nous, ce qu'on Oui, oui, target, bien c'est sûr. pas uniquement du marketing, mais être capable de créer des boucles trigger action assez simples pour pouvoir finalement éviter de faire des tâches répétitives et pouvoir les faire depuis ton CRM. Donc, D'accord. c'est Ça, c'est dans la également, roadmap? ça, c'est dans la roadmap. Ouais. Ok. Tu as un horizon de sortie de cette feature? Bah, comme tu Sur- sais, hein, c'est toujours compliqué de parler d'horizon. Nous, on est très très clair sur ce qu'on fait pour les quelques prochains mois. Et ensuite, c'est plus des grandes lignes et des projets qui vont se séquencer avec potentiellement des nouveaux projets qui vont apparaître parce qu'on parle en permanence à nos utilisateurs et on essaie d'être très à l'écoute des choses qui feraient vraiment la différence. Donc, j'ai pas envie de m'engager sur un horizon de temps. On fera évidemment le plus vite possible, quoi. Oui. Mais on préfère ne pas s'engager sur des horizons de temps parce que quand on donne des engagements, nous, on les tient. Ok, super. Non, mais c'est très clair. En tout cas, franchement, cette fonctionnalité, moi, elle me chauffe gravement parce que ça, c'est un truc, c'est assez incroyable d'avoir ça tout dans le même endroit. En plus, j'ai déjà des cas d'usage avec de potentiels clients qui pourraient être intéressés par tout ça. Ok, super intéressant. Alors, on continue les questions. Le chat a été super actif pendant toute la session, là, c'est top. Donc, une question de Florian. Est-ce que vous vous placez un peu sur le même marché qu'un HubSpot ou un Intercom, ou c'est assez différent en termes de cible, persona, mindset? Voilà, il n'est pas forcément super, il connaît pas super bien forcément ses outils. Et du coup, voilà. Quel est votre Alors, positionnement par rapport à ça? ouais, alors Intercom, HubSpot, c'est des outils qui sont assez différents l'un de l'autre. Ouais. Intercom, c'est vraiment, ça a commencé par un chatbot sur les sites qui te permettent de récupérer tes leads et tes clients et ensuite Ouais. toute une suite de produits pour créer des product tours dans ton produit, leur envoyer des campagnes email, leur envoyer des campagnes via des chatbots depuis le produit, etc., etc. Une manière de voir les choses, peut-être, c'est de se dire que Intercom et une suite de produits pour les outils web. Donc, pour utiliser Intercom, il faut être un outil web. Une agence, par exemple, ou un Mhm. cabinet de conseil ne pourrait pas utiliser Intercom. Et que nous, on est l'équivalent d'Intercom, mais pour tous les métiers qui ne sont pas des métiers où tu as une landing page et où que tu vends, c'est un logiciel, quoi. Donc, par exemple, pour une agence, une équipe sales, une équipe HR, un fonds de VC, ce qu'ils vendent, ce n'est pas du logiciel. Et donc, on est de l'intercom pour eux pour qui leur permet de gérer tous leurs contacts. Mais globalement, l'idée, c'est qu'on est quand même assez loin d'Intercom. Et HubSpot, Ouais. bah, c'est la première génération de CRM qui est très orientée marketing et sales. Nous, ce qu'on pense, c'est que justement, le CRM euh, est amené à être réinventé et adapté à la génération Airtable, plus flexible, plus customisable, plus simple d'utilisation, plus simple d'y onboarder, plus plaisant. Et que ce qu'on a envie, c'est d'être ce CRM de la génération Airtable. Ok, super, c'est très très clair, en tout cas pour moi. N'hésite pas à dire si ça répond à ta question, Florian. Est-ce que tu as du coup un suivi d'ouverture des mails? Parce que bon, on envoie les mails, mais est-ce que tu es capable aujourd'hui d'avoir un suivi? Est-ce que c'est prévu? Ça l'est peut-être pas, hein, en tout cas dans un premier temps, mais est-ce que c'est une feature que vous comptez mettre en place? Ouais, C'est d'ailleurs complètement. la question de Gildas. Ouais, complètement Gildas. C'est en effet Gildas D. C'est en effet une fonctionnalité qu'on a absolument envie de mettre en place parce elle fait du sens et on ira même un peu plus loin. Mais pour ça, on le garde secret pour l'instant.
Magnifique. En plus, on a du teasing. On a Ouais. du teasing. Euh, ok, c'est quoi du coup, il y a Arnaud qui repose une question. C'est quoi la différence entre un front qui permet aussi d'agréger les données et Folk? Ouais, c'est une bonne question. C'est assez différent parce que front, l'objet de base est la conversation ou le message, alors que nous, l'objet de base est plutôt le contact. Front, ce qu'ils vont permettre de faire, c'est par exemple une équipe support qui reçoit plein de messages, de collaborer sur ces messages et d'y répondre. Nous, Folk, ce qu'on va permettre de faire, c'est plutôt de gérer plein de contacts, par exemple tous tes fournisseurs, et d'avoir du contexte par rapport à ces contacts. Donc, on n'a pas le même objet sur lequel, comme objet central. Après, on peut s'intégrer en effet à des sources de données qui vont être similaires, mais c'est pas pour le même type de use case. Ok, très clair. N'hésite pas, Arnaud, si ça répond à ta question, à nous le dire. Comme ça, on est ok, on sait qu'on peut passer à la suite. Il y a une question un peu plus technique. Attention. De Mathieu de Punch Road qui dit en gros, vous pourrez remplacer la grosse machine et Wallaxy. Je parle concernant les automations. Alors, Exemple, faire des séquences multipoints. Mathieu Punchroad, en effet, est assez précis. Wallaxy, je ne connais pas personnellement. Ça me permet d'en apprendre sur de nouveaux produits. Euh, Et la growth machine est un positionnement qui reste quand même très growth. Comme le nom l'indique, nous, ce qu'on a envie, c'est d'être cet outil CRM générique que tu peux adapter à n'importe quelle typologie use case. Donc, en effet, il y aura certainement une intersection sur certains use cases. Mais nous, l'objectif, c'est, comme on a eu une question sur la customisation, d'être capable, en effet, de customiser n'importe quoi et en particulier tes automations, que ce soit pour une équipe HR, tu vois, qui reçoit plein de candidats, leur envoyer un mail automatiquement bienvenue dans le process. Je sais pas moi, quand ils sont recrutés, créer un reminder 3 mois après pour la fin de la période d'essai, etc. Euh, et permettre d'adapter ça à n'importe quel type de use case. Ok, super. Moi, je ne suis pas non plus un très grand connaisseur de ces outils, parce que moi, je ne fais pas forcément de prospection, donc c'est des outils qui me parlent moins. Mais du coup, est-ce que ça répond à ta question, Mathieu? Ok, en attendant, du coup, vous êtes une équipe de combien? Parce que bon, en 18 mois, c'est quand même pas mal. Enfin, moi, l'outil me semble assez propre. Ça ressemble pas à certaines des bêtas qu'on peut voir aujourd'hui. Je te Euh, remercie. Écoute, nous, vous êtes- on est jamais fier finalement de son propre outil, hein. On voit toujours les petits défauts, Bien on le sûr. passe à la loupe, mais globalement, on commence à être de plus en plus content de l'outil. Il y a des grosses choses qui arrivent là dans les prochaines semaines, qui vont le rendre encore meilleur, quoi. Et, Ok, euh, et on est une quinzaine dans l'équipe. d'accord. Je dirais 60% d'ingénieurs et 40% autres. On est super content de l'équipe qu'on a. Enfin, on prend beaucoup de plaisir à créer ce logiciel et à le faire ensemble. C'est tout aussi important de construire un bon produit que de construire l'équipe derrière Bien sûr. et ça a été et c'est certainement le sujet sur lequel on passe le plus de temps. Recruter, construire la culture, etc., etc. Ok. En tout cas, on vous souhaite que du bonheur là dans cette phase, j'espère, de croissance. On va croiser les doigts pour que ça se passe Ouais. très bien pour vous. Promis, je n'ai pas d'action chez Folk, mais j'ai j'ai trouvé l'outil intéressant à première vue. Et là, avec la présentation, je trouve que franchement, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment cool. En tout cas, surtout pour quelqu'un comme moi qui aime pas trop. J'aime bien bidouiller, mais là, il y a tout déjà qui est proposé et qui est prêt à l'emploi. Et ça, je trouve ça assez classe. Euh, donc, les automatisations, c'est pour plus tard. On est d'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, C'est c'est pas pas encore encore implémenté. sur la C'est pas roadmap. encore implémenté, mais ça va être un sujet qui intéresse pas mal de monde. Ok. Est-ce que vous allez avoir une roadmap Est-ce que vous avez une roadmap publique que vous Alors pourrez mettre à non, dispo? on ne Non, fait pas pas ça, encore. nous, cette Non, notion de pas du tout. roadmap public. Déjà parce que une roadmap, elle est faite pour changer en permanence. Nous, on ne croit pas du tout à la notion de roadmap figée dans le temps et au contraire, on en apprend tous les jours, encore heureux.
On parle tous les jours à nos utilisateurs, à plusieurs utilisateurs, et on a des insights, des nouveaux insights par rapport à la manière dont on a envie de traiter un problème. Donc, ça serait se leurrer que partager une roadmap publique qu'on ne va pas suivre et qu'on n'a pas envie de suivre, parce que nous, on Ok, a envie de la faire évoluer, cette roadmap. Mais non, donc on n'a pas de roadmap public. Mais ce que je peux ok. vous assurer, c'est qu'il y a du lourd qui arrive. On te croit, ne t'en fais pas. Ok, question d'Arnaud. Je vais mixer les deux questions. Donc, quelle serait ta définition du no-code et en quoi tu considères Folk comme un outil no-code? Alors, j'allais aussi poser la question, mais en quoi toi tu considères Folk comme un outil no-code et quelle est ta définition de ce que c'est que no-code aujourd'hui? Ouais, c'est une super question. Pour nous, le no-code, c'est finalement assez simple. C'est de se dire que sur certaines catégories de produits, on permet à des personnes qui n'ont pas de connaissances poussées en développement technique de créer des solutions qui soient vraiment customisées à leurs besoins via des interfaces drag and drop, via une notion de tagging et de filtre, mais en tout cas via une interface qui est assez simple. Euh, et de la même manière qu'un Notion et no-code. Donc, c'est permettre de créer des databases customisées, de créer des filtres sur ces databases, des vues customisées. Nous, on se pense également no-code parce qu'on met la customisation au cœur de ce qu'on est en train de faire. Finalement, si on regarde, il y a de plus en plus de catégories de produits où ça devient une évidence de passer par des solutions no-code. C'est le cas, par exemple, pour le e-commerce. Aujourd'hui, on ne va pas réinventer la roue, on va passer par un Shopify. Ça commence à être le cas sur les sites vitrines. On ne va pas réinventer la roue, on va passer par un Webflow, par exemple. Et on pense que ça va se généraliser à la plus grande catégorie du SaaS, qui est le CRM, quoi. Et que le mariage d'un CRM qui est aujourd'hui un outil complexe, compliqué à customiser, avec le no-code qui doit rendre ça simple, très customisable, très simple à prendre en main, va donner une grosse nouvelle catégorie de produits. Et by the way, on a également fait je peux partager peut-être ça sur mon écran, un rapport sur le no-code où on en dit beaucoup plus avec une map des outils no-code. Donc, je vous invite à aller regarder. C'est pas mal, c'est intéressant. On a eu de super retours en tout cas. Et on donne nous nos outils no-code préférés par catégorie. Euh, D'accord. voilà. Je vais partager je vais partager le lien vers ce que tu viens de proposer, que Alors, tout c'est le monde assez puisse simple. aller regarder. C'est Toc. folk.app/no-code guide. Yes. Hop, c'est parti. Et super. Alors, il nous reste 4 minutes. On va essayer de prendre deux, trois questions. Ensuite, je te laisserai deux petites questions. Je te laisserai le mot de la fin. Donc, enfin, je vais essayer de résumer quand même ce que tu as dit. Mais donc, finalement, pour toi, un outil no-code, c'est un outil qui va permettre à quelqu'un, à n'importe qui, de pouvoir prendre un outil du marché et de pouvoir le customiser. Donc, c'est cet apport de customisation dans un outil sans avoir besoin d'avoir des connaissances techniques. Je résume, hein, je simplifie peut-être, mais ok, pour ceux qui... Ok, très bien. Et toi, c'est quoi ta définition du no-code alors? Moi, c'est quoi ma définition du no-code? Mais en fait, c'est un peu, un peu pareil. Moi, c'est le no-code, pour moi, c'est un ensemble c'est les technos, ou en tout cas des méthodes qui vont te permettre de pouvoir répondre à tes besoins numériques sans avoir besoin, enfin, sans avoir de connaissances techniques. Donc, on dit un peu la même chose. Mais concrètement, c'est de pouvoir, si tu as besoin de créer une app, ben, de créer ton app sans avoir besoin d'avoir fait voilà, une école d'ingé, spécialisée dans l'informatique ou d'avoir passé 6 mois, un an à apprendre du langage SP mobile ou SP Internet. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la capacité de pouvoir soi-même répondre à des besoins numériques sans avoir besoin de coder. Super, super. Euh, Top, ben, c'est finalement un peu aussi ce que disait Florian. Hein. Il résume aussi un petit peu, c'est une abstraction technique accompagnée d'une simplification ergonomique visant à gagner en puissance, customisabilité, sécurité, en somme. Voilà. Donc, je pense qu'on a dit à peu près la même chose Tu as le mot de la fin, sur ça. Florian. Et voilà, Florian, bravo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, du coup, Simo, sur Folk, sur toi, ou tu es libre d'ajouter le mot de la fin à ta convenance?
Merci beaucoup. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était super sympa cet échange et d'avoir des questions. C'est une super communauté à laquelle vous contribuez. Euh, nous, on est toujours preneurs bah, de retours, de feedback pour des personnes qui auraient des use cases de gestion de contact, que ce soit de gérer des fournisseurs, des investisseurs, des candidats, peu importe. On essaie de co-construire l'outil avec nos utilisateurs. Donc, si vous voulez participer un peu à cette aventure qui consiste à se dire qu'on a envie de ramener cet énorme mouvement du no-code dans le plus grand marché du SaaS, bah, ça serait avec plaisir. Ça serait avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à Super. essayer l'outil, partager des feedbacks et voilà. On a encore combien de temps pour essayer l'outil pour le moment dans sa version open, un peu bêta? Environ un peu plus de 2 mois. Je mets le lien de l'outil, évidemment, en commentaire. C'est très bien, c'est cette notion de co-construction, un peu d'utiliser l'intelligence collective pour pouvoir créer le meilleur outil possible. Je trouve que c'est top. Et finalement, complètement. Et en plus, ce qu'on fait, c'est de faire un outil dont les gens ont besoin, quoi. C'est ça l'objectif. Donc, la meilleure manière de faire quelque chose dont les gens ont besoin, c'est de se confronter à leur usage, de se confronter à leur feedback, de se confronter à leurs demandes, à leurs requêtes, etc., etc. Super, et ben écoute, c'était super, c'était très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Désolé encore pour le petit contretemps du début où je Ça suis arrive. arrivé quelques minutes en retard. Mais en tout cas, c'était très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et merci au chat qui a été ultra actif pendant cette session. Puis, ben, je vous propose de pouvoir retourner à vos activités. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Twitch. Merci Xavier, c'était un plaisir Merci à toi. partagé et Super. bon après-midi, à très bientôt. Bon après-midi à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.